Coucou Yuko! Coucou Sandra. Alors, pour les personnes qui découvrent cette chaîne, je vais tout d'abord me présenter. Je suis Sandra Paulin, j'habite depuis 12 ans à La Paz, dans les Andes, en Bolivie. Je suis communicatrice intuitive, formatrice en communication intuitive animale depuis ton unicité, depuis ta spécificité, parce qu'on a tous notre façon de communiquer de cette façon-là, magique avec les animaux, mais c'est important de voir quelle est ta façon et pas te dire en sortant d'un atelier, elles sont toutes super douées, moi je ne sais pas le faire. Parce que pour moi, nous les femmes en tous les cas, c'est quelque chose qu'on a nous, cette connexion avec le vivant, et il suffit tout simplement de déceler comment toi tu communiques avec ce monde animal. Je suis également activatrice alchimique, de ton projet de départ, vers l'étranger depuis tes dons, depuis ta propre entreprise. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yuko de Neuville, qui, toi, Yuko, tu habites au Japon, de retour depuis presque un an maintenant, après avoir habité 9 ans aux États-Unis, après avoir habité aussi en France, puisque tu es biculturel, tu as la nationalité japonaise, ce qui peut aider quand même pas mal pour la réintégration au Japon. Ouais. Et tu es consultante, formatrice, coach en interculturalité et en transition de vie, également auteur de 2 livres. On mettra les liens, si possible, en bas. Donc un premier livre que je trouve très intéressant qui s'appelle Regards croisés sur l'expatriation, qui est une autobiographie à 4 mains avec ton papa donc qui est français. Et vous allez bientôt faire la deuxième partie, m'as-tu dit. Donc celui-ci, on peut le trouver en e-book. Et l'autre livre, qui est un roman qui s'appelle Ne jamais dire jamais, qui est aussi un de mes slogans, puisque chaque fois que j'ai dit jamais, à chaque fois c'est arrivé dans ma vie. Un roman en autofiction aux éditions Hello Éditions. Alors, Yuko, nous voilà avec nos différences horaires. Chez moi, il est 10h20 du matin. Chez toi, il est maintenant quelle heure? 11h20 du soir. Et je remercie nos différences biologiques qui fait que toi tu es du soir et moi du matin, parce que le contraire aurait été difficile pour moi. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ton parcours, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Encore une fois, l'idée ici, c'est en particulier pour nous les femmes qui avons ces projets de partir nous rencontrer à l'étranger à travers nos dons, nos entreprises personnelles, et ben que le parcours de Yuko, par exemple, pour celles qui voudraient voir comment ça se passe au Japon, soit inspirant, que tu nous racontes la vie au Japon, ta vie d'entrepreneuse, qu'est-ce que tu fais également, comment est-ce que tu aides les femmes aussi, hein, puisque souvent sur cette chaîne, on va trouver des personnes qui aident, des femmes qui aident les autres femmes justement à être dans cette transition de vie. Tu as d'ailleurs un slogan, rappelle-moi ton slogan, qui est Bloom, anytime, anywhere. Qui voilà, il y a ça et il y a aussi vivre une vie sans regret. Ouais, c'est ça, j'en ai plusieurs. Vivre une vie sans regret. Ça, c'est vraiment, ma philosophie de vie, ouais. Voilà. Ouais. Alors raconte-nous d'abord, comment, tu te retrouves à nouveau au Japon depuis presque un an? Comment est-ce que tu as pu réintégrer le Japon? D'où te vient cet élan Ouais. profond, pour toi qui a beaucoup à voir avec, le fait de te rencontrer toi-même au final dans cette biculturalité? Oui, merci beaucoup, Sandra, déjà de me recevoir. C'est un plaisir de partager ce moment ensemble. Alors, pourquoi ce retour au Japon? Effectivement, en fait, comme tu l'as dit, moi j'ai vécu, dans d'autres pays avant, j'ai aussi vécu en Chine et en Angleterre, donc dans 5 pays, bon si j'inclus le Japon puisque j'ai grandi à Tokyo de mes 6 ans, à mes 15 ans et là j'avais donc 25 ans plus tard, j'avais cette envie de, me reconnecter à mes sources, à mes racines, et j'avais vraiment envie de rentrer au Japon. Donc c'était aussi un peu peut-être la crise de la quarantaine puisque à 40 ans, j'ai dit, à mon mari: «Je veux quitter les États-Unis et vivre au Japon». Donc il m'a dit: «Tu es sûr le Japon, ça peut pas être un autre pays d'Asie?» parce il y avait d'autres options un peu plus simples, on va dire, pour lui, en Asie. Il y avait, son entité qui était présente dans d'autres pays d'Asie, mais pas au Japon et je lui dis: «Non, non, c'est pas l'Asie,
c'est le Japon. Donc du coup, il a voilà, bon, heureusement, il a suivi, il a quitté son boulot aux États-Unis, il a trouvé un autre job, au Japon, donc une belle preuve d'amour et donc voilà, on est partis, tout s'est fait très rapidement et voilà, on est très heureux d'être là, même si c'est pas facile tous les jours. Ouais, voilà, c'est une réintégration, à la fois une alors toi, c'est vrai que tu as déjà vécu adolescente, en fait, à Tokyo. Ouais. Comment ça se passe maintenant à partir de la personne que tu es maintenant? Alors la première chose que je vais te demander, c'est, qu'est-ce qui te nourrit au quotidien dans cette vie? Donc toi, tu habites à Kobe, on va spécifier Kobe, voilà, connu pour, son élevage de bœufs, qu'on masse. C'est c'est Et connu aussi, chose que moi j'avais oubliée, pour, un truc un peu moins rigolo, c'est pour, un grand tremblement de terre qu'il y a eu, je ne mmh. sais plus en quelle année. C'était en Bon, 93, mmh. ouais, donc il y a eu un grand tremblement de terre, assez dévastateur et donc Kobe a vraiment fait preuve de résilience. Ouais, tout à fait, à ce moment-là. Alors qu'est-ce qui t'inspire? Le matin quand tu te lèves et que tu te réveilles et que tu te dis: «Ah, j'habite à Kobe». Ouais, Qu'est-ce qui t'inspire? De quoi tu te nourris profondément dans cette vie, dans mmh. cet endroit précis du Japon qui est différent de Tokyo, hein? Tu vas nous Ouais, raconter ça. c'est très différent de Tokyo. Bah, moi, ce qui me nourrit, bah, déjà, enfin, rien que quand je marche dans la rue, le fait de voir les panneaux en japonais, de voir les ouais, de savoir que je suis au Japon, de croiser des Japonais, rien que ça, déjà, je suis, en joie. Je me dis: «Ah, je suis au Japon, je suis chez moi». Et après, ce qui me donne de la joie par rapport à Kobe spécifiquement, c'est que c'est vraiment une ville, entre la montagne et puis la mer donc et il y a la ville aussi. Donc c'est vrai que par rapport à Tokyo, c'est plus agréable. C'est vrai que je peux du coup, rapidement, être dans la nature, rapidement mettre mes pieds dans l'océan, enfin donc c'est vrai que c'est hyper agréable et puis ayant 2 filles là, je pense que, bah, du coup, elles ont plus d'espace aussi, elles peuvent jouer dehors, voilà donc moi ça c'est ça qui me donne de la joie en fait, ouais. Est-ce que ça te donne aussi une tranquillité d'esprit? Alors, en comparaison avec ce que tu as vécu ailleurs, est-ce que tu te sens plus en sécurité, plus tranquille? Mmh. Oui, 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 bah, c'est vrai que je me sens plus, en sécurité. Bah, déjà, c'est mon pays, donc je m'y sens bien. C'est vrai que c'est un pays très, très sûr, hein, il y a pas de crime, il y a pas de voilà, le pire qu'il peut y avoir, mais encore, bon, des vols, bon, éventuellement et encore, mais si tu laisses ton portefeuille dans le métro, tu peux être sûr de le retrouver après, donc en général, s'il est volé, c'est que c'est pas des Japonais qui l'ont volé, quoi. Mais voilà, en fait, non, moi, ça m'est déjà arrivé d'oublier mon portefeuille, plein de sous dedans, avec mon passeport en plus à l'intérieur. Je l'ai fait tomber, je l'ai retrouvé, je suis allée, au poste de police à côté puisque quelqu'un l'avait gentiment déposé. Enfin voilà, donc c'est hyper safe et c'est agréable pour les enfants aussi parce que du coup, elles ont 11 ans et 13 ans. Je peux les laisser faire des courses toutes seules, elles vont à l'école, elles prennent le métro, elles ont gagné en indépendance. En un an, c'est incroyable de voir à quel point elles apprécient leur liberté, leur indépendance et moi, en tant que maman, c'est super parce qu'étant entrepreneur, bah, du coup, j'ai plus de d'heures dans ma journée pour travailler parce que j'ai plus à faire, le chauffeur, à longueur de journée, pour les déposer, à une activité ou à une autre, quoi. Et alors justement, si tu étais en France, est-ce que ça pourrait se passer comme ça? Ah non, en France, même pour aller au bout de la rue, quand elles me disent: «Ah maman, je vais aller acheter la baguette de pain», je suis là: Vas-y, mais je te regarde de loin, hein». C'est je limite, je suis derrière, alors que moi, à mon époque, j'y allais, mais c'est vrai, mais je pense que maintenant, on est un peu plus, Mmh. on a plus de psychose, je pense aussi, Ouais, même ouais. aux États-Unis, je j'osais pas et encore, j'étais plus cool par rapport à d'autres mamans aux États-Unis. C'est-à-dire que je les laissais jouer, au playground de ma community. On avait une aire de jeu dans le community qui était gated quand même, il y avait une gate, mais je les laissais aller là-bas. Mais c'est vrai que j'avais déjà eu une remarque d'une autre maman qui m'avait dit: «Ah ouais, tu les laisses, quand même?» tu en mode, ouais, tu es mère indigne, quoi. Je fais: «Ah bon? Ouais. Je devrais pas?» donc ouais, ouais, moi je suis plutôt cool quand même à la base, mais c'est vrai qu'au Japon, là, je peux vraiment, être super cool, là.
Vraiment tranquille d'esprit. Alors ce Non, qu'on non. avait aussi envie de faire dans cette vidéo qui va être un peu, une première par rapport aux autres interviews, bon, interview conversation entre femmes expatriées, pour moi c'est plus ça, et encore une Mmh. fois on spécifie, femmes expatriées, entrepreneuses et pas envoyées par une entreprise, voilà. Ouais. Pas salarié d'une entreprise. Bah, moi j'habite en Bolivie, donc comment Mmh. ça se passe, côté sécurité? Et c'était ça qu'on avait vu en partageant avec Yuko, c'est que les raisons pour lesquelles elle habite au Japon, bah, il y a aussi des spécificités pour moi en Bolivie, où moi aussi j'ai grandi adolescente ici où j'habite à La Paz. Je ne suis pas bolivienne, pas du tout, je suis guadeloupéenne, mais bon, quand on a vécu adolescente dans un endroit aussi, on est imprégné, par cet endroit très fort. Et Mmh. moi, la raison pour laquelle je voulais revenir en Bolivie, c'était aussi la sécurité. Alors ça peut sembler, pas du tout possible parce qu'on se dit: «L'Amérique latine, c'est dangereux». Alors bien sûr qu'il y a des endroits dangereux en Amérique latine, mais il y a aussi beaucoup d'endroits, qui sont très tranquilles, notamment, La Paz, et moi je suis, on va dire, belle maman d'une petite ado de 15 ans qui part tous les matins, 1 heure de trajet, en bus, et revient, 1 heure de trajet en Mmh. bus jusqu'à la maison. Alors c'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'il y a quand même, des, risques d'enlèvement malheureusement, bon. Mais, en fait la société bolivienne est quand même faite d'une certaine façon qui a tout ce côté très familial et que, finalement, il y a pas ce truc de l'individualisme qu'on peut avoir en France. D'ailleurs, j'ai actuellement un ami que vous avez vu, pour ceux qui suivent la chaîne dans les shorts, Adrien qui revient, tenter de revivre dans les Andes après y avoir vécu en Bolivie, mais dans la partie tropicale. Et lui, il a vécu à Santa Cruz, c'est encore un autre endroit de la Bolivie. Pour moi, c'est un autre pays, Santa Cruz, c'est la zone tropicale qui est plus liée à la culture guarani. Nous, ici, on est plus liés à la culture quechua aymara des Andes. Mmh. Euh, et il s'étonnait de la gentillesse des gens dans les transports, les gens qui se lèvent pour aider les vieilles dames, qui leur tiennent la porte, etc. Des choses qu'on ne voit pas forcément à Santa Cruz, encore moins en France à mon avis, à moins que ça ait changé puisque ça fait 12 ans que je ne suis pas retournée, vivre en France. Mais logiquement non. Ce qui fait qu'en général, il y a quand même, un petit œil, les mamas, dans les transports publics, elles vont regarder, si tout va bien pour la petite adolescente qui est à côté, enfin bon, il y a ce truc-là un petit peu très familial qui fait Mmh. on est, sûr en fait. Il y a vraiment ce truc de la sécurité, mais en particulier à La Paz et dans certains quartiers, dont celui, où j'habite. Donc oui, ça peut aussi se passer aussi Mmh. ça, dans certains endroits d'Amérique latine et même souvent en fait, hein, c'est pas une exception à La Paz. Mmh. Ça Donc donne envie. Ça donne envie de découvrir en tout cas. et les gens sont très courtois, sont très, alors justement, tiens, on parle de comment ça se passe alors pour nous, Yuko, tu es, clairement, exotique quand on te Ouais. voit. On voit ton côté, japonais, très clairement. Mmh. Et quand tu es au Japon, comment ça se passe pour toi, donc a priori, les gens voient que ton côté européen? Oui, c'est ça, c'est ça et même, je dirais occidental parce que du coup, quand j'ai grandi au Japon, ben, souvent les enfants m'appelaient, America-jin qui veut dire américaine, parce que quand Ah, tu es blanc, bah, tu es américain forcément, n'est-ce pas? Et donc America-jin ou bien gaijin. Gaijin qui est un terme, un peu péjoratif pour dire étranger. Parce que alors ici normalement on dit gringa ou gringo, mais pareil, ouais. ça n'a rien à voir, nous les Européens, nous ne sommes pas des gringos, c'est les gens d'Amérique du Nord qui sont des gringos. Mmh. On peut entendre ça, mais franchement, on l'entend pas tellement. Mais oui, c'est la même Ouais, donc c'est pareil du coup et donc bah, j'ai grandi en entendant ça parce que j'ai même si je parlais japonais comme eux, bah, j'ai le faciès un peu différent quand même, enfin, pas comparé à ma sœur par exemple, elle fait beaucoup plus japonaise que moi. Donc Mmh. elle, on lui parle japonais dans la rue, moi non. Si je parle japonais, on me répond, en anglais quoi donc D'accord. ou bon, des fois, on me répond en japonais parce qu'ils c'est très souvent ça dépend, mais en général, les Japonais sont pas très à l'aise avec l'anglais ou ils l'écrivent, ils le lisent bien, mais le parler, ils sont pas trop à l'aise. Donc ils vont quand même me répondre, en japonais, mais c'est vrai qu'ils sont surpris. Quand ils entendent mon japonais, ils sont souvent surpris. Ils me disent: «Ah, comment vous parlez, japonais comme ça?»
et «Quand est-ce que vous êtes arrivés au Japon?» Donc quand je leur dis que ça fait quelques mois, bon ça quand ça faisait 6 mois là que j'étais revenue, ça fait 6 mois que je suis là, ils me disent: «Oh, mais vous apprenez vite le japonais!» Je dis: «Non mais en fait je suis, moitié japonaise». À chaque fois, il faut expliquer. Donc bon, maintenant je le vis avec amusement, mais c'est vrai qu'au début, quand j'étais plus jeune, c'était plutôt agaçant et bon maintenant j'apprécie parce qu'à chaque fois je peux expliquer, ça fait un bon icebreaker. OK. Ouais. Et Mmh. est-ce que tu te sens alors où est-ce que tu en es par rapport à cette intégration actuellement? Est-ce que tu sens parce que toi, en fait, ce que tu aimerais, c'est quand même te sentir, quelque part, je sais pas si le mot ça serait, validé, dans ta japonaisité. Je sais pas si c'est ça. Parce que Hem, ou justement tout ce parcours de ouais, biculturalité, comment est-ce que tu en es où à cette, ouais. période de ta vie? Où est-ce que j'en suis? Excuse-moi. Bah, en fait, alors ça a été un long cheminement, c'est ça, cette question de biculturalité, multiculturalité, parce que toute ma vie, j'ai cherché à justement, à m'adapter, à faire l'assimilation, ce qu'on appelle, c'est-à-dire essayer de m'assimiler aux autres, de rentrer dans le moule, de faire caméléon. Donc quand j'ai grandi au Japon, j'ai essayé d'être japonaise, je j'adoptais leur mode de communication, pas uniquement la langue, mais le style aussi, le langage non verbal, la manière de m'habiller. Donc je m'habillais en mode kawaii, avec du rose et tout machin, en plus kawaii et tout ça et puis en mode poupée et tout, jusqu'à mes 15 ans et puis après, à l'âge de 15 ans, quand je suis rentrée à Paris, bah, là, il a fallu changer complètement mon style pour me fondre encore dans la masse, des ados, parisiennes. Donc troquer mes vêtements, pink et kawaii contre du noir, du gris, plutôt dark et tout. Donc toute ma vie, j'ai essayé, puis en fait, à chaque fois, je voyais bien que ça marchait pas parce que quand j'étais au Japon, ben, on me considérait pas comme japonaise. Quand j'étais, à Paris, on me considérait pas comme française. J'étais, la chinoise même, on m'a déjà traitée de chinoise aussi parce que j'avais les yeux bridés. Enfin, j'ai toujours les yeux bridés, plus bridés que les français. Et bref, du coup, ça a toujours été cette, un peu cette lutte de chercher à m'adapter, mais pas y arriver. Et là, on va dire quand même ça fait là, je suis quand même un peu plus en paix avec mon identité multiculturelle, on va dire. Je cherche plus à devenir japonaise, j'ai compris que c'était pas possible et surtout j'ai compris qu'avec les différents voyages qu'on fait, toi aussi c'est sans doute pareil, mais tu me diras, mais c'est on prend un peu comme un morceau de puzzle, on prend un morceau de puzzle, moi j'ai pris la France, le Japon, les États-Unis maintenant, et on en fait un peu notre propre, puzzle, au final. Propre identité. Disons que tu as lâché prise sur le fait, d'être soit française, soit japonaise, en fait, à Ouais, chaque c'est fois. ça. Puis C'est en fait, bah, vraiment, tu es Coco de Neuville avec je suis toutes tes les 2, facettes. ouais, c'est ça, j'embrasse mes 2 cultures. Après, c'est pas tous les jours facile, hein, des fois, j'aimerais être plus acceptée, tout ça, mais bon, je pense qu'avec la maturité, on en parlait aussi tout à l'heure, mais c'est en off, mais bah, avec les années, je pense avec la sagesse aussi, on arrive à se dire: «Bon, bah, écoute, c'est comme ça, je suis comme ça», Tout à fait. c'est En une fait, on force aussi. apprend, avec le temps, que, bah, en fait, chacun va nous voir selon ses propres filtres et on n'a pas besoin de se suradapter. En fait, c'est un petit peu inutile dans Mmh. tous les aspects, moi. Enfin, voilà, je parle vraiment des relations humaines en général. C'est ma conclusion. C'est ça. Parce que moi aussi, j'étais beaucoup dans la suradaptation aussi, dans cette recherche d'être soit guadeloupéenne, soit machin, mais en fait, on est tout ça en même temps et c'est OK, quoi. Et alors Ouais. justement, on parle d'adaptation, pour quelqu'un, qui n'est jamais allé au Japon ou qui connaît ou qui est peut-être venu qu'en voyage et qui Mmh. déciderait de venir vivre au Japon, est-ce que tu trouves que, cette adaptation, elle se fait simplement ou pas? Qu'est-ce que tu peux observer? Mmh. Je pense que la société japonaise, c'est vraiment une société avec plein de codes, donc c'est pas facile, forcément, parce que c'est tellement une culture enfin, c'est facile oui et non. C'est-à-dire que c'est une culture tellement opposée à la culture qu'on connaît très souvent, enfin, c'est opposé à la culture française, c'est opposé à la culture américaine, c'est opposé à plein de cultures. C'est très, très unique comme culture, ne serait-ce que la manière de communiquer, tous les codes, je donne un exemple, par exemple,
la façon de saluer, de pas trop se regarder dans les yeux, de pas parler fort, de pas faire trop de gestes, de retirer ses chaussures avant de rentrer. Enfin, il y a plein, plein de codes, de donner une carte de visite avec 2 mains, enfin, ne pas planter les baguettes dans le riz. Enfin, il y a tellement de codes que ça mérite de se renseigner avant. Enfin de c'est je pense que vaut mieux y aller pas avec, tu sais, un peu, la bouche en cœur en mode, «Ça va le faire». Non, il faut se renseigner. C'est pour ça que je suis coach interculturel, hein, d'ailleurs, c'est pour préparer les gens à pas faire d'impair parce qu'un petit impair peut causer un gros dégât, on va dire, surtout dans le business. Si on fait Mmh. un impair, on peut offusquer notre, client, notre partenaire et foutre en l'air un contrat ou une donc je pense qu'il faut se renseigner avant, surtout pour le Japon. Ouais. Et puis, comme tout pays, je pense apprendre la langue. Enfin, pour moi, c'est un truc un peu de base, mais je sais que ça l'est pas pour tout le monde, mais c'est faire l'effort d'apprendre la langue du pays, quoi. Parce que, même si c'est pas devenir bilingue, mais juste montrer qu'on s'intéresse à la culture du pays. Oui, c'est un Pour moi, c'est minimum et important. est-ce que, justement, alors cette langue japonaise qui est tellement différente de notre langue française, est-ce que Ouais. tu connais des gens, qui vivent, au Japon sans parler japonais? Est-ce que c'est possible? Parce que ça a pas l'air simple comme langue, le Ouais, japonais. ouais, oui, oui. Oui, oui, ça existe, ça existe. Mon mari, en est la preuve pour l'instant, hein. Il est en train d'apprendre là. Lui, il prend des cours tous les jours, il est hyper déterminé. Mais je connais plein de gens qui souvent les expats plutôt. Alors, je suis pas sûre qu'on peut les prendre vraiment comme exemple parce que souvent, les expats, ils viennent, ils sont envoyés par leur entreprise, ils ont une durée de 2 3 ans, donc ils se disent: Mmh. «Bon, c'est peut-être pas très important». Donc ça dépend du contexte, je pense. On peut ne pas avoir besoin, si on travaille dans une entreprise étrangère avec des collègues étrangers, mais je pense que c'est quand même compliqué pour le Japon. Parce que, au quotidien, les gens parlent pas très bien l'anglais dans la rue et même dans les entreprises étrangères au Japon, il y a quand même beaucoup d'employés japonais, quoi. Donc si on veut s'intégrer et se faire des amis, des collègues, des bonnes relations, il vaut mieux le parler. Hem, voilà. Après ça peut être juste baragouiner, hein, au début, c'est pas grave, juste Mmh. montrer, Mais qu'on fait l'effort. tu ressens que les Japonais quand même, apprécient le fait qu'on même si on le parle pas bien, parce que j'imagine qu'il faut quand même beaucoup d'années pour bien parler japonais, quand même ils Mmh. apprécient et du coup ça se passe mieux, pour les personnes qui font cet effort au moins, hein, Ouais, de parler oui, c'est japonais. ça. Et en Mmh. fait, c'est pas une langue enfin, alors mon mari dira peut-être le contraire, mais pour le parler, c'est pas une langue si compliquée. Je pense qu'en 1 an, on peut, commencer à bien baragouiner, quoi. Après, si on veut se mettre à l'écrit, c'est une autre histoire, une autre paire de manches, parce qu'il y a 3 alphabets, Mmh mh. même 4, Mmh. hiragana, katakana, kanji et puis les romaji, l'alphabet, romain, quoi. Mais il y a 4 alphabets. Mais si on se consacre juste sur le parler, en 1 an, on peut, voilà, On peut s'en sortir quand même, on peut s'en avoir sortir. une vie, échanger avec les commerçants, Ouais, même se faire peut-être des amis. Comment ça se passe? Se faire des amis, en tant que Français? Alors, voilà, on ouais, parle vraiment de encore une fois, quelqu'un qui est pas biculturel comme toi. En tant que ouais. Français, comment ça se passe pour se faire des amis au Japon? Est-ce possible? Ouais, 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 c'est alors la chance, c'est que les Japonais adorent la France, donc ils sont fascinés de la France, comme je pense dans beaucoup de pays, hein, je crois que Et notre chance, sachez-le, on est encore appréciés rien que par le fait que nous avons un passeport français. C'est une c'est énorme vrai, ouais. ouais, ouais et pour peu qu'on vienne de Paris, moi je viens de Paris, enfin je dis Ah quand bah là, je dis pas la banlieue parisienne, je vais pas parler du 92, hein, mais je dis que je viens de Paris. Là c'est: «Oh les la tour Eiffel, oh là là, mon Dieu». Emily in Paris. Ah oui, on me parle de La ça tout le temps. référence. Et bon donc déjà ils adorent la France, donc ils sont très curieux, ils posent beaucoup de questions, donc ça aide et puis après, je pense que moi c'est le conseil que je donne toujours aux expats, dans n'importe quel pays, c'est inscrivez-vous à des activités quoi, avec les locaux. Que ce soit, de la danse, un sport, n'importe quoi ou faire comme moi, je me suis mis dans les, parents délégués de classe. Mmh. Alors que j'avais franchement pas forcément l'envie ni le temps, mais je me suis dit: «Bon, comme ça je serai avec des mamans japonaises et cetera», donc ça crée des liens, ça crée des liens aussi, voilà, donc Tes filles sont dans un collège français ou un collège purement japonais ou alors elles international?
Internationales, elles sont dans une école américaine parce que du coup, on voulait la continuité, mais la plupart des élèves sont japonais. Donc ce qui est assez marrant, mais c'est les japonais qui veulent que leurs enfants, voilà, apprennent l'anglais. Donc du coup, toutes les mamans déléguées de classe sont japonaises, donc c'est bien pour moi. C'est une bonne Et intégration, du ouais. coup, ce sont des personnes ouvertes vers, l'international puisque c'est Mmh mh. voilà, donc peut-être que Ouais. ça se passe mieux aussi pour toi dans ce Ouais. sens. Oui, oui, ça aide. C'est sûr que les japonaises avec qui j'ai lié des tissé des liens pour le moment, ce sont des japonaises soit qui ont été mariées ou qui sont mariées avec des étrangers, soit des japonaises qui adorent la France, mais voilà, elles ont un lien, avec l'étranger, on va dire. Ouais. OK. Alors oui, c'est vrai, pour rebondir là-dessus, de mon côté, bah oui, moi, le fait d'être française en Bolivie, mais moi, je suis beaucoup plus, respectée en étant française en Bolivie qu'en étant française en France. C'est quand même paradoxal. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai jamais eu aucun problème pour louer, des magnifiques appartements, des magnifiques maisons. Ils demandent même pas de documents, rien, donc rien à voir avec Mmh. la France. Il faut sortir, limite, je Mmh. sais pas, plein de trucs. Enfin bon, je sais que si je rentre en France, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi. Mmh mh. Ici, je suis, ça se passe encore une fois dans cet état d'esprit familial, donc si, la copine d'un tel, me connaît, c'est par référence, ça se fait beaucoup par Mmh. référence. Et si en plus, voilà, on a quelqu'un de comme on dit: "Alguien de confianza", quelqu'un de Mmh. confiance, on est quelqu'un de confiance parce qu'on est recommandé par d'autres personnes boliviennes ou internationales, bah, les Mmh. portes s'ouvrent et si en plus on est français, mais c'est très facile de louer des maisons, paradoxalement beaucoup plus que pour les nationaux. Donc Mmh. c'est waouh, c'est vraiment Super. incroyable comme on peut encore bénéficier de cette aura pourvu que ça dure. C'est à nous les Français de faire en sorte que tout continue à bien se passer, voilà, que nous-mêmes nous Ouais, nous portions bien à l'international, ça c'est quand même la moindre des choses. ouais. Voilà et ils ont plus confiance en nous, même au niveau entrepreneurial, au Mmh. niveau de plein de choses que dans la nationalité bolivienne, donc les personnes, Mmh. voilà, leurs nationaux Ah ouais, et c'est puis, intéressant ça. ouais et puis, ce que tu disais du calme, alors moi j'adore le calme et le silence, je suis une amoureuse du silence, Mmh. donc j'ai choisi, un quartier où il y a beaucoup comme ça de silence, même s'il y a tout. Mais de façon générale, les Passéniens, donc je parle encore une fois de La Paz, à Santa Cruz c'est différent, Mmh. sont très, comme ça. Le slogan c'est con calma, c'est-à-dire du calme, calmement, Mmh calmement. mh. Les gens jamais ne râlent dans les c'est pas les services publics où il faut faire, 3 heures de queue, jamais, jamais ça ne se fait pas du tout de faire: «Ah!» le truc typique. Comme en France quoi, tous les Non, bruits voilà, là. ça se fait pas du tout. Voilà, tout est très calme et Mmh. c'est vrai aussi que le fait je crois, moi je dirais ça, le fait d'habiter à 3 600-4 000 mètres d'altitude, il y a quelque chose qui fait qu'on va pas perdre de l'énergie à des choses inutiles. Donc c'est je Mmh. pense que ça vient aussi de ça le slogan, avec calme, c'est, on est centré sur ce qu'on fait, on s'économise, on perd pas et Mmh. comment dire? Il y a des conventions sociales aussi qui sont très importantes. On fait pas ci et ça, on reste courtois. Alors ça peut paraître assez, paradoxal parce que les gens souvent pensent l'Amérique latine, c'est le bordel. Oui, c'est le bordel, Ouais. mais il y a quelque chose de très, correct dans les relations humaines qui fait que pour les gens qui aiment le calme comme moi, bah, c'est Mmh. en tout cas La Paz est très agréable, ouais, donc il y a aussi ça, ce petit parallèle, Ouais, avec le c'est Japon, même si je pense qu'au Japon, ça doit être encore un niveau, supérieur de ici, par contre, c'est vrai qu'on n'est pas tellement même s'ils font tous les efforts pour ça, mais du moins ils essayent par rapport aux infrastructures qu'ils ont. Au niveau de la propreté, on n'est pas encore, certainement pas comme le Japon. mmh. Ce que j'imagine, je suis jamais allée au Japon, mais c'est vrai qu'on a cette image du Japon très, tout propre, voilà, tout carré, Ouais, ouais, ouais. comme un Oui, c'est endroit sûr. qui est vraiment très écologique pour, enfin écologique, respectueux pour, l'homme, voilà, l'humain. Alors de Mmh. ce côté-là, je pense qu'il doit y avoir des choses aussi qui le sont moins. Mmh. Mais, par exemple, on parle beaucoup de comment ça se passe au travail. Mmh. Alors toi, tu es indépendante, mais ton mari est salarié. Ouais. Hem, Comment ça se passe, dans le monde du travail quand on arrive en tant que salarié au Japon?
Oui, alors il faut savoir qu'au Japon, c'est vraiment la culture de ouais, de la méritocratie. Alors le mérite, donc il faut, travailler dur. C'est vrai que souvent, c'est des longues horaires, donc démarrer le matin de bonne heure. Alors, mon mari part, 7 heures. Ouais, bon, peut-être à 8 heures. On démarre à 8 heures, mais ça peut la journée peut être longue, quoi, enfin selon jusqu'à 20 heures, 21 heures. Enfin, ses collègues, je pense, restent beaucoup plus tard que lui, parce que lui, il a l'excuse de partir tôt parce qu'il a ses cours de japonais tous les Mmh. soirs. Donc il part, tôt, mais je me rappelle de mon père, qui travaillait jusqu'à pas d'heure quand on vivait au Japon. Il Mmh. travaillait jusqu'à 21 heures, 22 heures. Ça a duré comme ça pendant 9 ans, donc enfin, ma mère à un moment a craqué, même lui a dit: «Bon, si c'est pour qu'on vive comme ça, autant rentrer en France, quoi». Alors que c'était son pays à elle. Mmh. Mais ouais, ouais, non, c'est les gens bossent beaucoup, et surtout comme c'est très hiérarchique, si le chef reste, est là jusqu'à 21 heures, bah, ou 22 heures, faut faire pareil, quoi, en gros. OK. Oui, rien à voir avec, le salariat français où moi, personnellement, je me rappelle que si on finissait à 17:00, 17:00 moins 5, tout le monde était en train de remballer ses affaires parce qu'on va pas faire une minute de plus, hein. Il C'est y a des ça, syndicats, oui, c'est complètement différent. c'est Je pense que ça doit être aussi intéressant à vivre, pour nous donner aussi une autre, comment dire? Une d'autres façons de travailler, je sais pas, moi je suis c'est vrai que je suis plus dans maintenant, mais ça fait tellement longtemps que j'ai quitté le salariat maintenant et que je suis en indépendante que pour mmh, moi il y a pas d'heure, quoi. Enfin ma vie n'est pas du tout réglée sur les jours fériés et pas du tout. Je travaille non-stop parce que j'aime ça. Mais c'est pas mmh, voilà. C'est différent aussi quand on est, indépendant entrepreneur, qu'on a sa propre entreprise qui est souvent quand même notre passion quelque part, sinon, ouais. quel intérêt? Que d'être travailler pour un patron et l'aider lui à vivre ses rêves. Quand on est indépendante, on vit nos rêves, donc c'est complètement différent, à mon avis, hein, je sais pas ce que tu en penses Ouais, toi? ouais, ouais. Oui, oui, je te rejoins là-dessus. Je pense qu'en étant indépendante, moi aussi, je compte pas mes heures et parce que c'est ma passion et Mmh. je considère pas que je travaille même. Je pourrais travailler toute la journée, même toute la nuit s'il fallait, mais à un moment donné, il faut quand même dormir. Mais, et puis s'occuper de la famille. Ouais, Mais, ouais, je suis tellement passionnée par ce que je fais, mais c'est vrai que, si on travaille au Japon, il faut quand même une certaine aussi, je pense, dose de autorégulation. De se dire: «Bon, là, ça suffit, j'arrête de travailler» et mon mari, là, il est quand même il a presque 50 ans, où il est assez bien dans sa tête, mature, donc il arrive à se dire, «Bon, ça suffit, quoi. Là, je ouais, finis, j'ai été efficace aujourd'hui, maintenant je vais à mon cours de japonais». Je vois que mes collègues, ils continuent à envoyer des mails, à pas d'heure, à 21 heures, 22 heures, mais je prends du recul, quoi. Il arrive à se mettre en mode: «Je prends du recul» et pas se mettre trop de pression. Mais je ouais, pense que pour en arriver là, faut une maturité quand même, parce que quand on mmh, démarre sa carrière au Japon, on peut vite être pris dans l'engrenage de, «Oh là là, tous mes collègues, ils envoient des emails le week-end à 22 heures, faut que je ouais. fasse pareil, quoi». Ouais, ouais et puis je pense que Mmh. c'est pas la même chose quand on arrive à 20 ans, 25 ans au Japon et qu'on a envie de mordre la vie à pleines dents, de se donner toutes les opportunités d'y arriver au Japon, que quand on a déjà une carrière derrière soi et puis qu'on sait aussi, c'est vrai qu'à 50 ans, on sait plus, les qu'est-ce qui est important dans la vie quand on a une famille, une femme, des Mmh. enfants. Bah, on arrive quand même à trouver notre, à mettre des les choses dans les bonnes cases et pas forcément à dédier notre vie complètement au travail. Mais après voilà, c'est chacun, selon, son moment de vie et cetera. Alors Mmh. toi, tu es devenue, entrepreneuse, depuis les États-Unis, mais tu n'as pas été entrepreneuse en France. Tu n'as pas eu Mmh. cette chance, si je puis dire. Et c'est intéressant de savoir, alors pour l'instant, tu le sais pas trop, c'est ce que tu me disais, que j'allais te demander, et comment ça se passe pour ouvrir une entreprise au Japon, mais je pense que tu as des idées déjà par rapport au visa, hein, pour les Mmh. gens qui ont pas la chance d'avoir le passeport, japonais comme toi. Comment ça se passe pour pouvoir émigrer, s'int pouvoir arriver au Japon avec un projet, il y a déjà les histoires de visa qui ont l'air d'être un petit peu compliquées. Ouais, c'est ça. Bah, si on est marié à un japonais, c'est simple, on a le visa spouse.
Si on est envoyé par une entreprise, simple aussi, on a le visa employé, salarié. Par contre, si on veut monter un projet, là, il y a je connais pas les détails, mais je sais j'ai juste un ami qui a monté son business au Japon. Je sais qu'il a dû, investir dans un local, il a dû, investir une certaine somme d'argent et puis, s'engager à recruter 2 ou 3 salariés japonais, pour pouvoir monter son business, au Japon et du coup obtenir le visa. Mmh. Entrepreneur. Donc c'est assez D'entrepreneur. contraignant. Ouais. Est-ce que tu sais, s'il faut justement, s'il y a une somme, à débourser, ou pas, je sais pas, Oui. pour pouvoir être entrepreneur? Oui, oui, il y a une somme à débourser. Alors, je sais pas le montant, mais oui, oui, il y a une somme à débourser aussi, ouais. Ouais, d'accord. Bon, ça c'est Mmh. voilà, à chacun d'aller se renseigner par rapport aux consulats différents de chacun des pays, c'est voilà. Hem Et tu disais alors toi par contre tu as ouvert pour la première fois ton entreprise aux États-Unis et tu Ouais. disais que c'était relativement simple. Alors c'est pareil, quand tu étais aux États-Unis, comment est-ce que tu as émigré aux États-Unis? À travers quel biais? Oui. Donc, quand j'ai migré aux États-Unis, c'était en tant que conjoint, accompagnateur ou le terme anglais, c'est trailing spouse, le conjoint qu'on traîne derrière, hein. Pas terrible comme terme. Donc j'étais en tant que conjoint accompagnateur de mon mari qui avait, trouvé un travail aux États-Unis. On n'était pas en tant qu'expat, hein. Il a trouvé un emploi directement aux États-Unis, donc en contrat local et moi je l'ai accompagné. Hem et donc mon mari avait négocié pour que j'ai le visa qui me permette de travailler, donc ça, c'est super important aussi, parce qu'il y a beaucoup de conjoints accompagnateurs qui se retrouvent: «Ah mince, je peux pas travailler, j'ai pas le bon visa». Donc moi, c'était pas mon cas, donc j'avais le conjoint, donc je pouvais travailler, faire ce que je voulais. Donc c'était même plus avantageux que mon mari, en vrai, parce que mon mari, lui, il était obligé de travailler pour son entreprise et rester fidèle à son entreprise, on va dire. Alors que moi, je pouvais faire ce que je voulais, soit être employée ou entrepreneur, ce que je veux. Ah d'accord. Mmh. D'accord, Voilà, c'est donc intéressant à savoir, ouais. voilà. OK. OK, donc pour toi, cette vie d'entrepreneuse aux États-Unis, tu as trouvé que c'était assez simple, hein, le système? Oui, Système, heu, ouais, ouais, ouais. bah, du coup, en fait, au bout de 2 mois de vie aux États-Unis, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et là, c'est très simple, juste, 60 $, signer un papier, dire le nom, décider le nom, voilà et mon business va s'appeler comme ça et puis c'est tout Et c'est et tout. c'était aussi simple que ça. Mmh. D'accord, bon, génial. Oui, Ouais. donc en et pas taxé. Tu disais, tu as pas eu l'impression d'être, super taxé, bah Alors, non, le non, bah, système en France. non, pas comme en France du coup, ouais. Ouais, d'accord. Je paye les impôts, mais c'est pas plus taxé qu'une autre fonction D'accord. et surtout quand on démarre, on peut aussi déclarer ses dépenses, donc ça contrebalance aussi Oui. les entrées d'argent. D'accord, très bien. Alors, je vais Mmh. aussi faire le parallèle avec la Bolivie, pareil, pas compliqué de ça fait partie d'ailleurs des possibilités pour, acquérir le visa de résident d'ouvrir une entreprise. Moi, ce que j'avais Mmh. fait en France, j'avais mon entreprise en France. J'ai simplement fermé mon entreprise en France et j'ai réouvert la même entreprise ici. J'ai pas du tout fait de déménagement, rien de tout ça. Puisque c'était une entreprise, en France, c'était une entreprise individuelle. Ici, j'ai réouvert, je crois qu'au début, j'ai commencé par une SARL parce que j'étais avec mon conjoint de l'époque. Maintenant, je suis, à nouveau en entreprise individuelle. Mais il y a pas d'obligation d'engager des locaux. C'est tout simplement en fait, c'est le même principe que d'ouvrir une entreprise en France, individuelle. Ben, c'est très simple. On déclare, notre ordinateur, notre bureau, c'est Ouais. pas plus cher que ça. Et puis voilà, on a une entreprise. Puis ensuite, bien sûr, il faut faire toute la comptabilité, bolivienne et pour ça, c'est quand même mieux d'avoir un comptable bolivien parce que là, pour le coup, c'est un peu plus compliqué que chez nous en France. Je sais pas si Mmh. toi tu as ça ou tu avais une comptable aux États-Unis ou au Japon ou pas? Oui, bah, on a toujours, une comptable, enfin un CPA, aux États-Unis, donc qui s'occupe de nos taxes, déclaration de taxes. Donc on l'a toujours là parce qu'on continue à déclarer, encore des taxes aux États-Unis puisque moi j'ai mes revenus, aux États-Unis. Et puis, bah, là pour le Japon,
bon, va falloir qu'on y songe aussi. Il va falloir effectivement que je trouve une comptable, au Japon, heu, puisque là, je commence à avoir des revenus, voilà, au Japon aussi, ouais. Super. Mmh mh. En tous les cas, merci Yuko pour tout ce que tu nous as partagé, qui nous donne un éclairage, super intéressant sur qu'est-ce qu'être une, entrepreneuse, depuis le sol japonais, hein, par exemple, Mmh. et puis la vie au Japon, tout ça. Pour l'instant, quels sont vos projets? Tu me disais que pour l'instant, vous pensiez pas forcément rentrer en France, hein. Je pense que tu as encore besoin Ouais. d'un petit peu de temps pour, t'immerger. C'est ça. Là, on voudrait rester encore, ouais, hein, quelques années et puis bon, les filles, je pense Mmh. que si elles peuvent terminer leur scolarité ici, enfin au moins jusqu'au bac, ça peut être pas mal, donc on a encore quelques années devant nous, ouais. OK, super. Mmh. Eh bien, voilà pour cette, interview de Yuko de retour au Japon. Merci pour, tout ce que tu nous as Mer partagé, Yuko. merci Sandra, merci à tous. Bye bye à Bye. tous.